Il y a eu une période de ma vie à l'université où j'ai joué au loto toutes les semaines. Pas pour l'argent, pour un ordinateur. On était trois, Vincent, Benoît et moi, et on avait un objectif très précis, presque une obsession. S'acheter un Next, vous savez, le cube noir de la société de Steve Jobs. On mettait nos pièces en commun, on cochait nos grilles, on se répartissait déjà les rôles pour le jour où on gagnerait, parce qu'un Next, à l'époque, ça coûtait 10 000 $, 9 999 pour être précis. Et pour des étudiants comme nous, c'était pas un ordinateur, c'était le prix d'une voiture. Je vous raconterai plus loin pourquoi on nous voulait un à ce point. Mais je peux déjà vous dire à la fin, on n'a jamais gagné et j'ai jamais eu mon Next. Et puis 10 ans plus tard, Apple a annoncé que son nouveau système d'exploitation serait construit sur NextStep. Et là, devinez quoi ? J'ai acheté mon premier Mac. Alors pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ? Parce que vous avez été très nombreux à écouter la série d'été du podcast AWS en français. Merci. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça pour ces 7 épisodes sur l'histoire de Unix et l'histoire de Linux. Je comptais pas publier un 8e épisode dans cette série. Mais dans les messages que j'ai reçus, il y a une question qui revient sans arrêt. Alors je la résume comme ça. Seb, dans plusieurs épisodes, tu dis que le noyau de macOS est basé sur Mac, M-A-C-H, le noyau de l'université de Carnegie Mellon. Mais quand je cherche, je tombe sur GNU, XNU, aussi sur Darwin. On me dit que macOS est un vrai Unix certifié. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce micmac ? Ce micmac, le mot est parfait et le calembour est involontaire mais très bien trouvé parce que le premier mot de l'histoire c'est justement Mac, M-A-C-H. Alors voilà, aujourd'hui, épisode bonus, hors série dans le hors série, épisode 8 d'une série de 7 dans la série d'été. On va démonter le Mac, macOS, et pour ça je vais utiliser une seule ligne de commande. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Ouvrez votre terminal sur macOS, tapez la commande uname, U-N-A-M-E, espace -A. Voilà ce que ça me répond à moi sur ma machine aujourd'hui. Darwin, et puis le nom de la machine, un numéro de version, 25.6 quelque chose, Darwin kernel, version même chose, 25.6 quelque chose, puis une date, et puis root, .xnu, et puis des chiffres qui ressemblent à un numéro de release ARM64, etc. Il n'est pas écrit macOS, il n'est pas écrit Apple, il est écrit Darwin et il est écrit GNU, XNU. Cette ligne, c'est un arbre généalogique compressé. Elle contient 50 ans d'histoire, 2 universités américaines, un exil, un rachat à 427 millions de $, et une décision de licence qui explique pourquoi votre SED, la commande SED sur Mac, ne se comporte pas comme sur Linux. Alors mon plan pour les 20 ou 30 prochaines minutes, décoder cette ligne mot par mot. À la fin, vous pourrez lire la vôtre et comprendre exactement ce qu'elle raconte. Alors on commence par le début, le vrai début. C'est pas Carnegie Mellon, non, c'est encore plus tôt. Quand j'ai préparé cet épisode, je pensais commencer à Carnegie Mellon en 1985. C'est ce que j'ai dit dans les épisodes précédents et c'est ce que tout le monde raconte. Mais en remontant les sources, je suis tombé sur une histoire plus ancienne et bien plus jolie. Ça commence en 1975 à l'université de Rochester dans l'État de New York. Une équipe travaille sur un projet appelé RIG, R-I-G, Rochester Intelligent Gateway. L'idée c'est de relier plusieurs machines pour qu'un programme puisse accéder à des ressources situées sur n'importe quelle machine du réseau local, et ce de manière transparente. À l'époque, ce réseau local, c'est un Ethernet expérimental de Xerox à 3 mégabits par seconde. Le noyau qu'ils écrivent pour ça s'appelle Alep, A-L-E-P-H, et Alep introduit une idée qui va tout structurer pour la suite, les ports. Un port, c'est une file de messages gérée par le noyau. Un programme ouvre un port, il lit dessus, il se met en pause automatiquement jusqu'à ce que les données arrivent, ce qui laisse tourner les autres programmes en attendant. Et toute la communication passe par des messages. Alep avait 2 défauts qui vont compter pour la suite. D'abord, les ports étaient implémentés avec des tampons mémoire limités à 2 kilooctets. Donc dès qu'on voulait déplacer beaucoup de données, on payait un coût de copie énorme. Ensuite, et on s'en est rendu compte qu'après, les identifiants de ports étaient globaux et devinable. Un logiciel malveillant pouvait tomber sur un port par tâtonnement et accéder à des ressources auxquelles il n'avait pas droit. Le projet RIG s'est éteint doucement, victime des changements rapides du marché matériel,
Mais en 1979, un de ses ingénieurs quitte Rochester pour Carnegie Mellon. Il s'appelle Richard Rachit et il emporte les idées d'Alep dans ses valises avec l'intention très claire de corriger ce qui n'allait pas. Retenez ce nom, Richard Rachit. Il va inventer le noyau qui tourne dans votre poche si vous avez un iPhone ou sur votre desktop si vous avez un macOS et puis partir travailler pour le concurrent. Nous voici donc à Carnegie Mellon. Rachid démarre un nouveau noyau dans le cadre du projet SPICE qui court de 81 à 85. Le noyau s'appelle Accent. Accent garde le système de port d'Alep, mais il règle le problème de la copie des données avec une astuce élégante. Au lieu de copier physiquement un gros bloc de mémoire d'un programme à l'autre, Accent utilise l'unité de gestion mémoire du processeur, le MMU, pour faire apparaître la même mémoire à deux endroits différents. Rien n'est copié et si un des deux programmes modifie les données, alors la page concernée est dupliquée. C'est le fameux copy on write, une technique qu'on utilise encore partout aujourd'hui, dans les containers, dans les snapshots de systèmes de fichiers et même dans la fameuse commande fork. Petit détail savoureux pour les nostalgiques, Accent tournait sur une station de travail Three Rivers Perk et il est écrit dans un dialecte de Pascal appelé le Perk Pascal, un noyau de système d'exploitation en Pascal. On a fait pire. Mais Accent lui aussi avait un problème, il était trop attaché à son matériel, exactement comme Alep l'était au sien. Et pendant ce temps, le monde entier s'était mis à Unix, souvenez-vous des épisodes 2 et 3 de la série d'été. Un noyau de recherche qui ne fait pas tourner des programmes Unix en 85, ça n'intéresse plus personne. Alors l'équipe prend une décision, on arrête Accent et on recommence. On garde le système de port, mais on le met au cœur d'un noyau compatible Unix, et ce nouveau système s'appelle Mac, M-A-C-H. Le projet démarre en 1985 à Carnegie Mellon, financé notamment par la DARPA, l'agence de recherche du Pentagone, qui a déjà financé une bonne partie de l'informatique américaine. Deux noms le portent, Richard Rachid et un doctorant qui devient l'un de ses principaux concepteurs, Avi Tevanian. Et là, il y a une coïncidence que j'adore. Tevanian, qui lui est né en 1961 dans le Maine, a fait sa licence de mathématiques, devinez où ? À l'université de Rochester, le même que Rachid, le même qu'Alep. Cette histoire tourne en boucle sur elle-même. Mac, le noyau Mac repose sur 4 abstractions, et je vous les donne parce qu'elles sont encore dans votre macOS ou dans votre iPhone aujourd'hui. La tâche, task, c'est un container de ressources, ce qu'on appelle grosso modo un processus. La thread, c'est l'unité d'exécution, ce qui consomme réellement du temps processeur. Le port, c'est la file de messages protégée, héritée directe d'Alep. Et le message, c'est une collection typée de données avec un en-tête de taille fixe et un corps de taille variable. Le calendrier s'enchaîne vite. En 86, Mac tourne de manière autonome sur un DEC VAX. En 87, première release publique, portée sur l'IBM PC et sur des stations Sun à base de processeurs Motorola 68030. Et puis en 1988, la release 2. Et c'est ici qu'il faut être honnête parce que c'est le point que la légende oublie toujours. Mac 2.5, c'est un noyau hybride, c'est-à-dire le code BSD est dedans, dans le noyau, à côté des primitives de Mac. Donc c'est pas un vrai micro-noyau. C'est en 1990 que sort Mac 3, le premier à faire le grand saut, c'est-à-dire sortir tous les services Unix du noyau pour les faire tourner comme des processus séparés qui se parlent uniquement par message. L'architecture microkernel pur, cet idéal théorique, exactement celui que Andrew Tannenbaum défendait contre Linus Torvalds dans le débat de janvier 92, dont je vous ai parlé à l'épisode 5 de la série d'été. Sauf qu'un microkernel, ça coûte super cher. C'est cher. Sur du matériel de l'époque, les versions Mac 2.5 tournaient déjà environ 25% plus lentement qu'un système monolithique classique. Et Mac 3, le micro-noyau pur, mesuré sur du matériel de 97, tournait jusqu'à 50% plus lentement qu'un Unix natif, avec certaines charges de travail qui encaissent une pénalité de 67%. Et la raison est simple, quand tout passe par des messages, tout passe par le noyau. Chaque appel système devient un aller-retour, et cette élégance a un prix, il se paye en cycle processeur. Le projet Mac s'arrête en 1994, après 9 ans, avec la finalisation de Mac 3, mais son code, lui, part dans toutes les directions. L'Open Software Foundation le reprend pour OSF1, le projet GNU le choisit comme base de Hurd, vous savez, le noyau qui n'est toujours pas fini 30 ans plus tard. Et Richard Rachid, lui, il part chez Microsoft en 1991, où il fonde le labo Microsoft Research.
Donc en 88, Mac est un projet universitaire brillant, connu d'une poignée de chercheurs, réputé lent, et exactement à ce moment-là, un homme qui vient de se faire virer de l'entreprise qu'il a lui-même créée cherche un noyau pour la machine de ses rêves. Septembre 85, Steve Jobs démissionne d'Apple, il est poussé vers la sortie par le PDG de l'époque, John Sculley. Il a 30 ans, il part avec quelques fidèles d'Apple et fonde une nouvelle entreprise, Next. Son ambition n'est pas modeste, c'est de construire la station de travail parfaite pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et pour ça, il lui faut un système d'exploitation moderne, mémoire protégée, multitâche préemptive réseau, c'est-à-dire tout ce que le Macintosh de 85 n'avait pas. Alors il va chercher là où il se trouve, à Carnegie Mellon. Avi Tevanian, le co-concepteur de Mac, rejoint Next comme vice-président de l'ingénierie logicielle, et c'est lui qui va concevoir NextStep, le système d'exploitation des Next, directement à partir de son travail académique sur Mac. Et voilà la décision la plus importante de tout cet épisode. Next choisit Mac 2.5. Pas Mac 3.0, le micro-noyau pur. Non, c'est trop lent. Mac 2.5, la version hybride, avec du code BSD à l'intérieur du noyau. Pourquoi ? Pour la raison qu'on vient de voir, le micro-noyau pur est trop lent. Et Next vend une machine qui doit impressionner les gens dès la démo. Tevanian connaissait les coûts de l'interprocess, l'IPC, mieux que personne, il l'avait mesuré lui-même. Donc il prend les bonnes idées de Mac, c'est-à-dire la gestion de la mémoire virtuelle, les ports, l'ordonnancement des threads, et il garde le reste du système Unix dans le noyau, où c'est rapide. Et par-dessus, le userland, lui, vient de FreeBSD, de BSD, à l'époque, BSD 4.3. Cette décision de 88, prise pour des raisons de performance parfaitement banales, est encore l'architecture de votre Mac et de votre iPhone aujourd'hui en 2026. Il n'y a rien de plus durable qu'un compromis qui marche. Bon, allez, revenons à Vincent, Benoît et moi. 12 octobre 88, Next dévoile le Next Computer lors d'un gala privé à San Francisco. En 89, les premières machines partent dans les universités, $6 500. 1990, le prix public est à $10 000, je l'ai dit, c'est un cube noir de magnésium avec un Motorola 68030 à 25 MHz à l'intérieur et un écran en niveau de gris de 1120 sur 832 pixels. Alors pourquoi cette obsession ? 3 raisons, dans l'ordre où elles me sont venues à l'époque et à l'esprit. 1. L'élégance de l'interface. Il faut se souvenir de ce à quoi ressemblait le reste du monde. NextStep dessinait son interface en PostScript, le même langage que celui des imprimantes PostScript, mais pour l'écran. Next a été en septembre 87 la première entreprise à licencier Display PostScript auprès d'Adobe. Les barres de titres, les ascenseurs, le texte, tout était écrit en PostScript. Et résultat, un rendu net à n'importe quelle échelle et avec des dégradés et de l'anti-aliasing sur les polices de caractères, alors que tout le reste de l'industrie faisait encore du pixel à la main. 2. La puissance perçue. Sur un Next, quand on déplaçait une fenêtre, son contenu suivait en temps réel. Pas juste le contour, non, toute la fenêtre vivante. Et c'est pas un souvenir enjolivé, le Real-Time Window Dragging figure dans la liste des concepts d'interface que NextStep a introduit. Et pour mesurer l'avance, voilà le point de comparaison. Sur Windows, à la même époque, quand vous déplaciez une fenêtre, le système ne dessinait que le contour, un rectangle qui suivait la souris, et la fenêtre ne se redessinait qu'au relâchement de la souris. Donc le Full Window Drag est arrivé chez Microsoft en 95, 7 ans après le cube de Next. Et pas dans Windows 95 lui-même, non, c'était Microsoft Plus, c'était un pack vendu à $50 à part. Mon souvenir le plus marquant, c'est une fenêtre qui jouait une vidéo et que je déplaçais sans que l'image ne s'arrête, et c'était en 1988. Troisième raison, et c'est le vrai argument pour le développeur que j'étais déjà, le SDK. NextStep était intégralement orienté objet, écrit en Objective-C, avec une application qui s'appelait Interface Builder et des frameworks qui allaient devenir plus tard AppKit d'Apple. On construisait une application en assemblant des objets et en tirant des connexions à la souris. En face, sur PC, à la même époque, on programmait en C, du C brut avec l'API de Windows 3.1 et ses milliers de fonctions. Bon, ok, il y avait aussi Turbo Pascal, soyons justes, et Turbo Pascal était très 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 bien. Mais entre écrire une boucle de messages en C et puis sous-classer une vue dans un environnement objet complet, il n'y avait pas de comparaison. Et quand on avait vu NextStep, on ne pouvait plus regarder le reste de la même façon.
Et puis pour finir de vous convaincre que ce n'était pas juste une histoire de goût de 3 étudiants, en 90, dans un bureau du CERN, le laboratoire de recherche nucléaire à Genève, c'est un informaticien britannique nommé Tim Berners-Lee qui utilise un Next pour écrire le premier serveur web et le premier navigateur de l'histoire. Le World Wide Web, www. quelque chose, est né sur la machine que je n'ai jamais pu m'acheter. Alors commercialement, Next a été un échec. C'était trop cher, trop en avance, marché trop étroit. Mais pendant que Next s'épuisait, à Cupertino, Apple s'effondrait complètement. Et les deux courbes allaient finalement se croiser. Parce que pendant les années 90, Apple a un problème existentiel. Son système d'exploitation est dépassé. Le macOS de l'époque n'a pas de mémoire protégée, il n'a pas de multitâche préemptif. Une application qui plante emmène toute la machine avec elle. La solution devait s'appeler Copland, annoncée en mai 1994 par David Nagel, promis pour mi-96. Et Copland devient un cas d'école de ce que les ingénieurs appellent le feature creep. Tout le monde y ajoute son projet favori, QuickDraw, OpenDoc, le système Object Model, les timbres, les boîtes de dialogue de fichiers. Un dirigeant du secteur résumait le problème à l'époque. The game is to cut it down to the 3 or 4 most compelling features, as opposed to having hundreds of nice to have. Le but, ça serait de le couper jusqu'à 2 ou 3 fonctionnalités essentielles plutôt que d'essayer d'ajouter tout ce qui serait bien à voir. Dès 1995, les ingénieurs savent en interne que la date de 96 est intenable. En août 96, la version développeur DR0 est distribuée. Elle plante en permanence, elle corrompt les fichiers, elle ne sait même pas éditer du texte. Le nouveau PDG de l'époque, Gilles Amelio, recrute Hélène Hancock pour sauver le projet. Elle regarde et elle conclut que la situation est sans espoir. Copland est annulé en août 1996. Apple n'a plus de futur système d'exploitation. Il va falloir en acheter un. Alors Apple regarde le marché et étudie plusieurs options, y compris Solaris de Sun Microsystems et Windows NT de Microsoft. On raconte même que Bill Gates aurait proposé de porter QuickDraw sur Windows NT. Mais le favori, c'est BIOS, créé par le français Jean-Louis Gasset, un ancien d'Apple. BIOS est moderne, rapide, taillé pour le multimédia et le multiprocesseur. Les discussions durent des mois et elles échouent sur le prix. Alors les chiffres varient selon les sources. Apple aurait offert entre 100 et 125 millions de dollars, Gasset en aurait demandé entre 275 et 400, mais l'écart, lui, est constant, il est infranchissable. Alors Apple fait un choix que presque personne n'avait vu venir. Le 20 décembre 1996, Apple annonce le rachat de Next. L'opération est finalisée le 7 février 1997 pour environ 427 millions de dollars et elle ramène Steve Jobs chez Apple. Gilles Amelio résumera la décision par un jeu de mots qui restera. Apple a choisi le plan A plutôt que le plan B. B comme BIOS évidemment. Amelio lui sera débarqué 6 mois plus tard et Jobs prendra sa place. Ce qui suit est un portage géant. Next Step devient Rhapsody chez Apple et puis macOS 10, c'est le nom commercial. Le noyau de sa couche Unix sont publiés en open source sous le nom de Darwin, première version, Darwin 0.1 le 16 mars 1999. Darwin 1.3.1 le 13 avril 2001, c'est le cœur de macOS 10.0 qui s'appelait aussi Cheetah. Avi Tevanian, lui, devient vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple de 1997 à 2003 et puis directeur de la technologie logicielle jusqu'à son départ en 2006. Le gamin de Rochester, qui avait coécrit Mac dans un labo de Carnegie Mellon, a piloté le logiciel d'Apple pendant 9 ans. Et mon histoire de Mac dans tout ça, quand Apple a annoncé que le futur de macOS serait construit sur Next Step, j'ai compris que la machine que je n'avais jamais pu m'offrir allait finalement arriver chez moi et par la porte de derrière à un prix raisonnable, on va dire. Alors je me suis décidé, mon premier Mac c'était un PowerPC G3L gris avec macOS 10.1. Notez bien 10.1 quand même, pas 10.0. J'étais fou mais pas téméraire. J'avais laissé passer la première version, comme tout le monde qui avait déjà vécu 2 ou 3 lancements de système d'exploitation. Et je n'ai jamais réinstallé de Linux sur mon poste de travail depuis. Alors voilà pour l'histoire, maintenant ouvrons le capot parce que basé sur Mac c'est vrai, mais c'est très incomplet. Commençons par le nom, parce que le nom est parfait. GNU, XNU, c'est un acronyme, il signifie X is not Unix. C'est une blague de développeur Next dans la tradition des acronymes récursifs de la culture Unix, du même tonneau que GNU, GNU is not Unix de Richard Stallman.
L'ironie, c'est que c'est devenu faux, parce qu'en 2007, avec macOS 10.5 Léopard, macOS obtient la certification Unix officielle, et le noyau qui s'appelle X n'est pas Unix fait tourner l'un des rares systèmes au monde à avoir le droit légal de s'appeler Unix, et le nom, lui, n'a jamais changé, il est encore dans la sortie de UNAME sur votre machine. Alors GNU, c'est pas Mac. GNU contient Mac et deux autres choses. Donc il y a 3 étages, 3 cultures, 3 langages. Premier étage, Mac. Précisément, GNU dérive de l'OSF Mac Kernel, version 7.3, une version fortement modifiée, qui incorpore aussi du code de Mac 4 de l'Université de l'Utah et divers variants de Mac 3. Ce que Mac apporte, c'est la gestion de la mémoire virtuelle, la communication entre les processus, l'ordonnancement des threads. C'est la plomberie la plus profonde du système. Étage 2, BSD. Historiquement l'essentiel du noyau 4.3 BSD, modifié pour tourner au-dessus des primitives Mac. Alors depuis, évidemment, ce code a été resynchronisé avec FreeBSD et le partage de code continue dans les deux sens. Ce que BSD apporte, c'est l'API POSIX, tout ce qui vous permet d'appeler fork, open, read, le modèle de processus également, la pile réseau, TCP/IP, et le système de fichiers virtuels, VFS. C'est l'étage qui fait qu'un programme Unix compile et tourne sur un macOS. L'étage 3, c'est IOKit. Alors ça, c'est le framework de pilote de périphérique, et sa particularité, c'est le langage. IOKit est écrit dans un sous-ensemble de C++ basé sur Embedded C++. C'est un sous-ensemble volontairement amputé, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'héritage multiple, pas de template. Pourquoi ? Parce que dans un noyau, une exception qui remonte sans être attrapée n'a nulle part où aller. Et un template qui explose en taille de code n'est pas acceptable. Mais IOKit garde de l'orienté objet, ce qui est utile pour les pilotes, l'héritage simple, pour qu'un pilote de disque USB hérite du comportement générique d'un disque, et il est conçu dès le départ pour le multithreading, le multiprocesseur symétrique et le branchement à chaud. Donc si on résume, GNU, c'est Mac avec des parties de BSD et IOKit. C'est un kernel hybride, c'est pas un micro-noyau. Et la différence est concrète, dans un vrai micro-noyau à la Mac 3, le système de fichiers et la pile réseau sont des processus séparés, chacun dans son propre espace d'adressage, et ils communiquent par message. Donc GNU, tout ça vit dans un seul et même espace d'adressage, dans le noyau, et la couche BSD n'envoie pas un message à Mac pour lire un octet, elle appelle une fonction. C'est le compromis que Tevanian, en 88, a choisi et a conservé pendant presque 40 ans, les abstractions du micro-noyau, mais sans en payer le coût. Sauf que l'histoire n'est pas finie. Et ça, c'est la partie qui m'a mise le plus. Parce que pendant 20 ans, les pilotes tiers sur Mac étaient des fichiers KEXT, des kernel extensions, du code chargé directement par le noyau. Avec tous les inconvénients que ça implique. Un bug dans un pilote d'imprimante et c'est tout le système qui tombe. Et une surface d'attaque considérable pour les hackers. Et puis en 2019, avec macOS 10.15, Catalina, Apple introduit les System Extensions et DriverKit. Alors DriverKit, c'est un SDK entièrement fondé sur les concepts d'IOKit, mais modernisé et conçu pour écrire des pilotes qui tournent en espace utilisateur, en dehors du noyau. La formule d'Apple sur scène à la Worldwide Developer Conference est sans ambiguïté. We are beginning the process of deprecating kernel extension. On commence la déprécation des extensions kernel. macOS 10.15 Catalina will be the last release to fully support kernel extension without compromise. Et Catalina sera la dernière version à supporter les kernel extension. L'argument technique donné est exactement celui de Tannenbaum en 92. Si une extension système plante, le reste du système et les applications continuent de tourner sans être affectés. Vous voyez le mouvement ? Mac 3 voulait sortir les services du noyau, c'était trop lent en 90. 30 ans plus tard, les processeurs sont assez rapides pour se le permettre. Et Apple ressort les pilotes du noyau, un par un. Le noyau se vide lentement dans la direction que Rashid avait indiquée. Il y avait juste 30 ans d'avance sur le silicium. Alors voilà pour GNU dans votre UNAME. Le premier mot n'est pas GNU, c'est Darwin. Alors Darwin, c'est quoi ? Darwin, c'est le système d'exploitation complet en dessous de l'interface graphique. Donc Darwin, c'est quoi ? C'est le noyau GNU, donc Mac, BSD, IOKit ou DriverKit maintenant, les bibliothèques système, la libsystem, la bibliothèque C du système,
tous les outils userland de BSD, donc les outils en ligne de commande, le shell lui-même, mais aussi les commandes, ls, set, awk, ps, tar, etc. Et puis toute l'infrastructure de démarrage de service qui n'est pas etc systemd comme sur Linux. C'est un autre système ici qui s'appelle launchd. Alors celui-là, il vaut la peine d'être nommé parce que dans un Unix classique, le premier processus lancé par le noyau, le fameux PID1, c'est init. Il démarre les services en exécutant une pile de scripts shell dans etc init.d dans un ordre fixé à la main par des numéros dans les noms de fichiers. Apple a jeté tout ça. Avec macOS 10.4 Tiger en 2005, PID1 devient launchd. Les services ne sont plus des scripts, mais des fichiers de description, des plistes en XML, et launchd remplace d'un coup init, les scripts de démarrage, cron et inetd. Il sait aussi lancer un service à la demande, au premier accès, plutôt que de tout démarrer au moment du boot. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, parce que quand Lennart Poettering écrit systemd pour Linux en 2010, il cite explicitement launchd comme une source d'inspiration. Donc le monde Linux a repris macOS, l'idée qui remplaçait etc initd, et on y reviendra un peu plus tard. Donc officiellement, Darwin combine du code venant de Nextstep, de FreeBSD, d'autres versions de BSD, de Mac, de divers projets libres, et du code propriétaire écrit par Apple. Et ce point-là, tous ceux qui écrivent des scripts shell l'ont dans les jambes une fois par mois. Parce que les outils en ligne de commande de macOS viennent du monde BSD, pas du monde System 5 ou du monde Linux, pas du monde GNU. Ils font la même chose, mais pas de la même façon. Et l'exemple canonique, c'est la commande sed-i. Vous savez, l'éditeur de texte en ligne. Sur Linux avec GNU, c'est sed-i, puis on ouvre les guillemets, et puis on dit ce qu'on veut remplacer. S/vieux9. Sur Mac, c'est sed-i, quote, et puis seulement ce qu'on veut remplacer. Et ces deux petites apostrophes vides sont obligatoires sur BSD parce que sans elles, BSD sed prend votre expression pour un suffixe de fichier de sauvegarde et il vous renvoie une erreur incompréhensible. Et macOS est le cas le plus divergent. NetBSD, OpenBSD ont fini par suivre la convention GNU, FreeBSD, et donc macOS est le seul à avoir gardé la sienne. Même chose pour -R contre -E majuscule, ou pour le /t dans les remplacements pour la date, pour grep par exemple. C'est pas de la malveillance, c'est pas pour vous ennuyer, c'est juste un arbre généalogique différent, celui que je vous raconte dans l'épisode 3 de la série d'été. Et maintenant la question qui compte pour cette série, est-ce que c'est libre et open source ? Oui. En juillet 2003, Apple publie Darwin sur la version 2.0 de l'Apple Public Source License, l'APSL. Et le Free Software Foundation qualifie l'APSL2 de licence de logiciel libre. Les versions antérieures, elles, ne satisfaisaient pas leur définition. Mais, et c'est le mais de cet épisode, l'APSL est incompatible avec la GPL. Et Apple, de son côté, refuse d'embarquer du code sous GPLv3, dont les clauses sur les brevets et le verrouillage matériel sont inacceptables pour elle. Donc, conséquence très concrète que vous pouvez vérifier ce soir, tapez bash -- version sur votre Mac et vous verrez ce que ça répond. Ça répond GNU Bash. Donc, bash 3.2. Une version de 2007. C'est l'année du premier iPhone. Pourquoi ? Parce que Bash 3.2 est la dernière version sous GPLv2 et tout ce qui vient après est sous GPLv3 et donc Apple ne le distribuera jamais et c'est précisément pour ça que le shell par défaut sur macOS est maintenant devenu ZSH en 2019 avec Catalina. ZSH lui n'est pas sous GPL et donc Apple peut le maintenir à jour. Et c'est pas un cas isolé entre macOS 10.5 Léopard et 10.12 Sierra. Le nombre de paquets sous GPL préinstallés est passé de 47 à 16, une baisse de 66%. Apple ne désinstalle pas la GPL par idéologie, elle l'évacue par prudence juridique. Donc Darwin, c'est le socle Unix, il est libre, mais il y a une immense quantité de code au-dessus, et celui-là n'est pas libre du tout, c'est même exactement ce qui fait qu'un Mac est un Mac ou qu'un iPhone est un iPhone. Si vous téléchargez Darwin, vous n'obtenez pas macOS, vous obtenez juste un Unix en ligne de commande. Et tout ce qui rend un Mac agréable est au-dessus, et ça c'est propriétaire. En 2000, Apple présente Aqua, l'interface de macOS 10, des boutons translucides façon bonbon bleu, des ombres portées, de la transparence, une animation d'ouverture des fenêtres et le fameux génie du dock. Steve Jobs, à l'époque, avait déclaré qu'ils avaient fait les boutons de telle façon qu'on avait envie de les lécher. Et c'est en rupture totale avec les grilles institutionnelles de Windows 2000 et le gris platine de macOS 9. Aujourd'hui, macOS Tahoe et son vert liquide sont les descendants directs de cette philosophie, l'interface comme une matière.
En dessous d'Aqua, il y a un processus dont vous avez tous vu le nom dans le moniteur d'activité un jour où le ventilateur s'affolait, c'est Windows Server. C'est lui qui possède l'écran. Aucune application ne dessine directement sur le matériel, chacune dessine dans son propre tampon et Windows Server compose le résultat final. Et le moteur graphique s'appelle Quartz, c'est l'ensemble qui regroupe le moteur de rendu 2D dans Core Graphics et le compositeur qui envoie les instructions à la carte graphique. Avec macOS 10.2, Quartz Extreme confie cette composition à un GPU, ce qui explique aussi la fluidité soudaine du système à partir de cette version. Sur Next Step, on l'a vu, l'interface était dessinée en display PostScript, sous licence d'Adobe. Alors Apple ne l'a pas pris pour macOS 10 pour deux raisons. D'abord, éviter les redevances de licence à payer à Adobe pour chaque Mac vendu. Et ensuite, parce qu'il fallait supporter efficacement tout le code hérité de Next et le code hérité de macOS, les anciens macOS, Carbon et les applications QuickDraw qui dessinent en bitmap. Alors Apple a fait autre chose, Quartz 2D fournit un rendu de type PostScript, mais en utilisant le modèle d'imagerie de PDF. C'est un sous-ensemble du modèle PostScript avec quelques ajustements, sans jamais stocker ni exécuter du vrai code PostScript. Le modèle d'imagerie du système d'exploitation, c'est PDF. Et c'est exactement pour ça que sur un Mac, dans absolument n'importe quelle application, le menu imprimé vous propose enregistré au format PDF. Parce que ce n'est pas une fonctionnalité qu'Apple a ajoutée, c'est une conséquence de l'architecture. Le système sait déjà décrire n'importe quel écran en PDF, parce que c'est comme ça qu'il dessine sur l'écran. Enfin, au-dessus de tout ça, il y a les frameworks applicatifs. Cocoa, l'héritage le plus littéral de Next, parce que si vous avez fait du développement sur Mac ou iOS, vous connaissez les préfixes NS, NSString, NSObject, NSArray, NSUserDefault. NS, c'est Next Step évidemment. Chaque développeur Apple, chaque jour, pendant 25 ans, a tapé les initiales de la machine que j'ai jamais pu m'acheter, et ils sont toujours là dans Foundation, sous Swift et sous SwiftUI. À côté, il y a eu Carbon aussi, un pont transitoire permettant de porter de vieilles applications pour macOS 7, macOS 8 et 9, qui aujourd'hui est supprimé. Et pour le graphisme moderne, Metal a remplacé OpenGL. Alors rien de tout ça n'est dans Darwin, rien de tout ça n'est open source. Ce qui nous amène à la dernière question, et la plus frustrante, si Darwin est libre, pourquoi est-ce que personne ne l'utilise ? Avant de répondre, il faut mesurer une chose, parce qu'on l'oublie systématiquement quand on parle du noyau du Mac. GNU et Darwin ne font pas tourner que les Mac. Ils font tourner macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, visionOS, audioOS, bridgeOS, le système du casque, celui de la montre, celui des puces de sécurité à l'intérieur de votre MacBook. Quand Apple sort l'iPhone en 2007, elle ne réécrit pas un système d'exploitation. Elle descend Darwin sur un processeur ARM dans un téléphone avec 128 mégas de mémoire. C'est le même noyau, le même Mac venu de Carnegie Mellon, la même couche BSD, le même IO kit. D'ailleurs, regardez la fin du UNAME, release ARM64 T6041 sur ma machine. ARM64, ma machine de bureau, votre machine de bureau probablement, tourne aujourd'hui sur l'architecture qui a été durcie pour le téléphone. Et la boucle s'est fermée dans l'autre sens. Sur iOS, en revanche, la fermeture est totale. Aucune extension noyau tierce, jamais, sous aucune condition. Ce que macOS a mis 20 ans à faire avec la déprécation des kernel extensions, iOS l'a imposé dès le premier jour. Et voilà le résultat qui devrait figurer dans tous les cours d'histoire de l'informatique. Avec plus de 2 milliards d'appareils Apple actifs dans le monde, Darwin est le système d'exploitation de type Unix le plus déployé de l'histoire sur des appareils grand public. Le petit-fils du noyau universitaire de Rochester, réputé trop lent en 90, est dans la poche de 2 milliards de personnes. Alors si c'est libre Darwin, pourquoi est-ce qu'on n'installe pas Darwin sur un PC ou dans un container Docker comme on installe Debian ? La question a été posée très tôt et sérieusement, en avril 2002 déjà. Apple et l'Internet System Consortium lancent ensemble le projet Open Darwin. L'ambition, c'est de faire Darwin un vrai système d'exploitation indépendant, développé par une communauté installable sur de matériel quelconque. Et ça a duré 4 ans, parce que le 25 juillet 2006, l'équipe ferme le projet avec un communiqué d'une lucidité assez brutale. Open Darwin, écrivent-ils, est devenu a mere hosting facility for macOS 10 related project, un simple hébergeur de projets liés à macOS 10. L'effort pour créer un Darwin autonome avait échoué.
Il reste aujourd'hui Pure Darwin, un projet communautaire qui continue avec obstination et modestie. Dans son état de l'art actuel, c'est une image de machine virtuelle QEMU, un système minimal sans interface graphique. L'explication du projet est limpide, faute de composants propriétaires de macOS, la communauté doit tout réécrire elle-même. Et des éléments essentiels comme les pilotes réseau par exemple, et le support du matériel reste incomplet. Alors pourquoi c'est si dur ? 4 raisons qui s'accumulent les unes les autres. 1. Il n'y a pas d'installeur. Apple publie des archives de code source, pas une distribution. Il n'y a pas d'image ISO ou de gestionnaire de paquets, il n'y a pas de programme d'installation, c'est un tas de code source, à vous de faire avec. 2. Le code arrive après coup. Les publications de sources se font après la sortie des versions de macOS, ce qui condamne tout projet externe à courir derrière en permanence. 3. Il manque des morceaux. Les pilotes, les couches graphiques, une bonne partie de ce qui permet de démarrer sur du matériel Apple réel n'est pas en open source. On a le squelette, mais on n'a pas les organes. Et puis 4, et c'est décisif, le matériel s'est refermé. Signature de code, System Integrity Protection, démarrage sécurisé, enclave sécurisée. Le Mac moderne est conçu pour ne démarrer que du code signé par Apple. On peut lire le noyau, mais on ne peut pas facilement lui faire prendre la place de celui d'Apple. Ce qui nous ramène à la vraie vie du développeur sur Mac. Il y a une souffrance que beaucoup d'entre vous partagent parce qu'on a Darwin sous les doigts, un vrai Unix, mais un Unix incomplet, il n'y a pas de gestionnaire de paquets. Alors on en a installé un, on en a même installé plusieurs au fil des années, en essayant de remplacer chaque fois le précédent. Il y a eu Fink qui portait l'approche Debian sur Mac et qui installait tout dans /SW. Puis il y a eu Darwin Pore en 2002, lancé par des employés d'Apple, Landon Fuller, Kevin Van Vechten et Jordan Hubbard. Inspiré de Pore de FreeBSD, lui il a installé tout dans /opt/local. Et puis aujourd'hui, celui qui a gagné, c'est Homebrew qui installe tout dans user local. User local sur Intel et sur Apple Silicon dans OPT Homebrew. Moi j'ai vécu les trois. Le moment où on découvre qu'on a 2 versions de Python et 3 de OpenSSL et que la moitié vient de Fink et l'autre de MacPore et que le path décide silencieusement laquelle gagne, c'est le moment aussi où on désinstalle tout et on recommence proprement en se jurant que cette fois-ci, ça sera la dernière. Alors reprenons notre ligne de commande du début, maintenant qu'on sait la lire. UNE-A, Darwin, nom de la machine, un numéro de version, Darwin kernel version, la date de compilation, root 2.gnu, release ARM64. Darwin, c'est le système Unix open source sous macOS, publié par Apple sous la licence APSL 2. 25.6 quelque chose, c'est la version de Darwin qui suit sa propre numérotation distincte de celle de macOS affichée dans les réglages. GNU, c'est le noyau hybride X is not Unix, né chez Next en 96. 12377 pour moi, c'est le numéro de build de ce noyau, et ARM64, c'est l'architecture matérielle, celle qui est passée du téléphone à l'ordinateur, et à travers ces 5 éléments, Rochester en 75, Carnegie Mellon en 95, un cube noir en 88, Berkeley pour la couche POSIX, et un rachat de 427 millions de dollars en 97. Mais si je dois retenir une seule chose de cet épisode dans le fil des 7 précédents, c'est ceci. À l'épisode 5, je vous ai expliqué comment la GPL avait fait le succès de Linux. Chaque amélioration devenait revenir au pot commun, et cet effet boule de neige a produit le système qui fait tourner le cloud, les supercalculateurs et Android. J'avais aussi dit en passant cette phrase, avec la licence BSD, les entreprises comme Apple prendront le code de FreeBSD pour créer macOS sans rien rendre. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux un peu la nuancer parce que l'histoire est plus intéressante que le slogan. La licence permissive de BSD a effectivement permis à une entreprise de prendre du code libre et de construire un produit fermé et très rentable par-dessus. C'est le reproche qu'on lui fait depuis 40 ans, et je crois qu'il est fondé. Mais regardez le résultat sur le terrain. Souvenez-vous de l'épisode 3, du cimetière des Unix propriétaires, Solaris, HPUX, IRIX, True64. Ils sont tous morts ou en soins palliatifs aujourd'hui. Et souvenez-vous de la conclusion de l'épisode 7, Linux a gagné le serveur, mais aucun Unix libre n'a jamais gagné le poste de travail grand public. Sauf un. Celui dont la licence permissive a permis à une entreprise d'y mettre un budget de design, un magasin d'applications, une chaîne industrielle, le seul Unix que des centaines de millions de gens utilisent chaque jour sans savoir que c'est Unix. La GPL a donné à l'industrie son système d'exploitation, la licence BSD a donné au grand public le sien. Ce sont 2 victoires opposées, obtenues par des moyens opposés à partir du même code de Berkeley. Et pour Tannenbaum, Andrew Tannenbaum, qui déclarait en 92 que Linux était obsolète, que l'avenir appartenait au micro-noyau,
il a perdu la bataille du serveur, définitivement. Mais il y a un micro-noyau universitaire, le sien, contemporain, dont les descendants tournent aujourd'hui dans 2 milliards de poches, et peut-être dans la vôtre. Et pendant qu'on en parle, Apple continue de sortir des pilotes de son noyau, morceau par morceau, exactement dans la direction qu'il indiquait. Il n'avait pas tort, Tannenbaum, il était juste 30 ans trop tôt. Alors voilà pour ce micmac. Mac, GNU, Darwin, 3 noms, 3 étages, 40 ans. Merci à tous ceux qui ont posé cette question. Cette série était censée s'arrêter à 7 épisodes et c'est vous qui avez écrit le 8e. Si vous avez d'autres questions, restez en travers de la gorge, écrivez-moi parce que visiblement ça marche, ça m'inspire. Si vous avez un Mac sous la main, faites-moi plaisir. Ouvrez le terminal, tapez UNAME, UNAME, espace -A, et lisez la ligne. Vous savez maintenant que ce n'est pas un numéro de version, c'est tout un arbre généalogique. Et moi, j'aurais toujours un petit regret, ce cube noir à $10 000 que Vincent Benoît et moi n'avons jamais gagné au loto. Mais tous les jours, quand j'ouvre mon terminal, je tape des commandes sur son petit-fils. Et finalement, on a peut-être gagné quand même. C'était le podcast AWS en français. Merci et à très bientôt.